Partie 2. L'héritage interdit septembre, octobre 2027. Chapitre 5. Le goulag de l'Esprit-Lieu, complexe militaire Zima 6, nord de la Sibérie date 15 septembre 2027. L'action, le convoi militaire composé de 3 SUV blindés noirs identiques, massifs, imposants de marque russe, USZ Patriot aux vitres latérales et arrière complètement blindés, opaques, teintés impénétrables en verre balistique multicouche capable de résister aux impacts de balles de calibre 7,62 mm tirées à bout portant, aux éclats d'explosifs, roulant en formation serrée disciplinée espacée de 20 mètres exactement l'un derrière l'autre, selon les protocoles de sécurité présidentielle, filaient rapidement, implacablement à travers l'immensité blanche, monotone, hypnotique de la taïga sibérienne gelée, cette forêt boréale de conifères s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés, l'Oural à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est comme une cicatrice d'encre noire motorisée, mécanique sur une feuille de papier immaculée blanche infinie. Dehors, à l'extérieur des habitacles hermétiquement climatisés, chauffés artificiellement à 22 degrés Celsius confortables par des systèmes de chauffage diesel puissants consommant des litres de carburant précieux, il faisait objectivement, mesurable né -30 degrés Celsius, approximativement selon le thermomètre digital du tableau de bord, une température arctique, sibérienne, extrême qui tue un être humain non protégé exposé en moins d'une heure par hypothermie profonde mortelle, gelant instantanément les tissus exposés nez, oreilles, doigts, orteils en nécrose noire irréversible, solidifiant l'humidité respiratoire en cristaux de glace dans les poumons provoquant des dèmes pulmonaires fatales. Le permafrost, millénaire, cette couche permanente de sol perpétuellement gelé depuis la dernière glaciation wurmienne, il y a 20 000 ans s'étendant sur des millions de kilomètres carrés des hautes latitudes boréales emprisonnant dans ses profondeurs glacées des quantités colossales de méthane et de carbone organique qui menacent de se libérer massivement dans l'atmosphère avec le réchauffement climatique global provoquant une boucle de rétroaction catastrophique, accélérant encore davantage le dérèglement climatique, dur, compact, impénétrable comme de l'acier trempé, comme du béton armé, comme du granit comprimé résonné sourdement régulièrement, rythmiquement sous les pneus cloutés surdimensionnés renforcés spécialement conçus pour les conditions extrêmes arctiques des 3 véhicules tout-terrain lourds pesant chacun plus de 2 tonnes à vide qui martelaient la piste gelée compactée tracée à travers la forêt dense, sombre de mélèzes, d'épicéas, de pins sylvestres chargés de neige accumulée. À l'arrière spacieux, confortable du véhicule central, du deuxième SUV de la formation protégée théoriquement par les 2 autres servant de bouclier tactique contre les embuscades potentielles, le professeur Dimitri Alexandrovitch Volkov, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie, lauréat du prix Lomonosov, docteur honoris causa de cette université internationale prestigieuse ne regardait pas distraitement, touristiquement le paysage extérieur monotone, répétitif, hypnotisant défilant derrière la vitre blindée embuée. À 72 ans bien comptés depuis son anniversaire du mois de novembre dernier célébré modestement dans son appartement moscovite exigue du quartier Arbat entouré de ses petits-enfants, apportant un gâteau maison, le plus grand physicien, quantique théoricien vivant de l'ex-bloc soviétique, cette figure légendaire respectée internationalement qui avait publié plus de 300 articles scientifiques dans les revues à comité de lecture les plus prestigieuses Physical Review Letters, Nature Physics, Science, Journal of High Energy Physics, qui avait formé 2 générations de doctorants brillants maintenant dispersés dans les universités du monde entier, qui avaient contribué décisivement aux théories de décohérence quantique, d'intrication à longue distance, de computing quantique topologique, savait exactement précisément où on l'emmenait de force malgré les euphémismes bureaucratiques polis, les formulations diplomatiques courtoises employées par ses accompagnateurs du FSB. Il n'y avait manifestement pas de panneau indicateur routier officiel, pas de nom géographique porté sur les cartes topographiques civiles, Mobilistret consultables publiquement, pas de mention dans les atlas routiers commerciaux vendus dans les kiosques, juste des coordonnées GPS cryptiques classifiées secrètes approximativement 62 nen, 889 quelque part dans la région administrative de Krasnoyarsk, que les rares habitants locaux autochtones nonnettes vivant de chasse, de pêche, d'élevage de rennes dans cette région reculée, isolée, oubliée, appelée superstitieusement en chuchotant, le tombeau Mogila en russe, le trou noir Tetchornaya dira. Ou encore plus sinistrement, l'endroit d'où on ne revient pas Mesto Otkuda ne Vozvrakt Chayutsia. Le véhicule blindé ralentit progressivement, décélérant de 80 km/h à 20 puis 10 puis finalement 0 devant une immense porte monumentale, colossale, intimidante en béton armé brut, non peint gris salle de 15 mètres de haut sur 20 de large marquée de stries verticales et de coffrage encastré, enfoncé, intégré directement dans le flanc escarpé, abrupt d'une montagne granitique anonyme couverte de neige, de glace, de conifères nains rabougris par le vent permanent, une installation militaire souterraine secrète, dont l'existence même était officiellement niée par les porte-paroles du Kremlin interrogés par les journalistes occidentaux curieux,
classifiés au plus haut niveau Sovercheno Secret No Top Secret absolu accessible uniquement au personnel détenant des accréditations spéciales nominatives signées personnellement par le président de la Fédération de Russie lui-même ou par le directeur du FSB. Des gardes militaires professionnels entraînés sélectionnés en tenue de camouflage arctique blanc cassé, beige clair à motifs pixelisés numériques conçus spécifiquement pour se fondre dans les paysages enneigés, lourdement armés de fusils d'assaut automatiques AK-12 de dernière génération en polymère noir à lunettes optiques holographiques, de pistolets mitrailleurs supplémentaires, de grenades défensives accrochées au ceinturon tactique multipoche, sortir disciplinés, alerte de leurs guérites chauffées camouflées dissimulées dans la brume blanchâtre, épaisse produite par la différence thermique extrême entre l'air glacial extérieur et les vapeurs d'eau s'échappant des systèmes de ventilation souterrains pour vérifier méticuleusement, scrupuleusement les laissez-passer électroniques sécurisés, les cartes d'identification biométrique à puce RFID cryptées, les ordres de mission manuscrits signés, tamponnés que les agents du FSB accompagnateurs tendirent par les vitres entrebâillées minimalement. Nous y sommes enfin, professeur Volkov grinça d'une voix métallique, désagréable, dénué d'empathie humaine l'agent du FSB trapu, massif, aux traits slaves épais, au crâne rasé militairement assis rigidement à côté de lui sur la banquette arrière, en cuir noir depuis le départ de Moscou 8 heures auparavant, cet homme d'une quarantaine d'années au regard froid, vide, impénétrable de bureaucrates sécuritaires habitués à exécuter les ordres sans questionner leur moralité, sans considération pour les sentiments des personnes qui l'escortent, surveille, intimide. Le président Vladimirovitch espère sincèrement que vous avez fait bon voyage confortable, malgré la distance considérable, la durée prolongée du trajet, les conditions météorologiques difficiles. Volkov ne répondit absolument pas, refusant obstinément d'entrer dans ce simulacre hypocrite de conversation polycivilisée, maintenant un silence digne, glacial, méprisant. Il ajusta simplement machinalement, nerveusement ses lunettes rondes à monture épaisse, d'écailles synthétiques brunâtres démodées portées depuis 30 ans, glissant légèrement sur son nez aquilin osseux. On l'avait littéralement arrêté, kidnappé chez lui sans ménagement dans son appartement modeste du 5e étage, sans ascenseur d'un immeuble stalinien délabré de la rue Arba à Moscou, au milieu paisible de son petit déjeuner matinal quotidien rituel thé noir brûlant, pain de seigle beurré, cornichons marinés, fromage blanc à 7h30 précise ce matin-là, quand 3 agents en costume sombre avaient frappé autoritairement à sa porte, présenté un mandat présidentiel scellé, tamponné sans explication détaillée, lui accordant exactement 15 minutes chronométrées pour se vêtir chaudement, rassembler quelques affaires personnelles essentielles dans un sac de voyage avant de l'escorter fermement, inexorablement vers les véhicules noirs stationnés en double faille illégale devant l'immeuble sous les regards inquiets, apeurés des voisins observant la scène derrière leur rideau. Une invitation impériale présidentielle urgente, non négociable formulée bureaucratiquement, euphémistiquement qu'on ne refuse jamais, qu'on ne peut absolument pas refuser dans la Russie poutinienne néo-autoritaire contemporaine, sans conséquences dramatiques, terribles pour soi-même et pour sa famille. Disparition mystérieuse, accident inexpliqué, suicide suspect, procès truqué pour fraude fiscale inventée ou trahison imaginaire suivie d'emprisonnement prolongé dans les goulags sibériens modernisés, dans les colonies pénitentiaires arctiques où l'espérance de survie dépasse rarement 3 années. La porte monumentale de béton armé épaisse de plusieurs mètres s'ouvrit lentement, majestueusement, inexorablement dans un grondement hydraulique grave, sourd, mécanique, de pistons gigantesques actionnés par des pompes électriques puissantes consommant des kilowatts, révélant progressivement un tunnel rectiligne descendant en pente douce éclairé artificiellement par des rangées infinies de néons fluorescents blancs russes, froids, impitoyables fixés au plafond voûté en béton coulé renforcé par des armatures métalliques, apparentes tous les 5 mètres et créant un effet stroboscopique hypnotique, désagréable. Le convoi militaire s'engouffra discipliné, résolu dans les entrailles profondes, obscures de la terre sibérienne, descendant graduellement, méthodiquement le long du tunnel artificiel creusé, foré excavé dans le granit millénaire à coups d'explosifs, de foreuses géantes durant des années de travaux titanesques, secrets mobilisant des milliers d'ouvriers prisonniers du goulag à l'époque stalinienne, puis brejnevienne. Ici, profondément enfoncé à exactement 200 mètres verticaux sous la surface montagneuse froide, selon les panneaux d'indicateurs de profondeur apposés régulièrement sur les parois bétonnées, isolés complètement du monde extérieur vivant par des épaisseurs colossales de roches granitiques denses, de béton renforcé, de portes étanches blindées hermétiques conçues pour résister aux ondes de choc des explosions nucléaires, aux radiations gamma pénétrantes, aux agents chimiques toxiques, aux armes biologiques aérosolisées, l'air recyclé, filtré, conditionné sentait caractéristiquement l'ozone électrique produit par les générateurs haute tension, les transformateurs ronflants et le métal froid oxydé, huilé des équipements électroniques, des serveurs informatiques refroidis. C'était officiellement, bureaucratiquement un laboratoire scientifique de recherche fondamentale classifié dépendant de l'Académie des sciences, mais l'atmosphère oppressante, anxiogène, la présence militaire omniprésente, les caméras de surveillance multiples pivotantes, dans tous les couloirs,
les gardes armés patrouillant constamment, les portes verrouillées électroniquement nécessitant badge biométrique pour chaque accès, les détecteurs de métaux, les scanners corporels radiologiques, tout cela ressemblait beaucoup plus sinistrement, inquiétant à une prison souterraine haute sécurité, à un centre d'interrogatoire clandestin, à un goulag modernisé technologiquement pour le XXIe siècle. Lorsqu'on le fit descendre autoritairement, impérieusement de la voiture arrêtée dans un vaste garage souterrain bétonné éclairé crûment par des projecteurs halogènes aveuglants, Volkov ne trembla pas visiblement, extérieurement malgré l'appréhension viscérale, la peur légitime qui nouait son estomac vide, accélérait son rythme cardiaque, vieillissant. Il redressa consciemment, volontairement, dignement sa veste élimée en tweed brun irlandais à carreaux discrets achetée il y a 15 ans dans une friperie moscovite, cette veste universitaire typique des professeurs européens, qu'il portait quotidiennement depuis des décennies malgré les coudes percés, les boutons manquant remplacés dépareillés, refusant obstinément d'acheter des vêtements neufs tant que les anciens tenaient encore fonctionnellement. Il n'était manifestement évidemment pas un prisonnier ordinaire, vulgaire négligeable criminel de droit commun, opposant politique dissident, espion occidental capturé, qu'on maltraite physiquement, qu'on torture brutalement, qu'on emprisonne indéfiniment dans des cellules insalubres, sans procès équitable. Non, il était objectivement, stratégiquement une ressource intellectuelle rare, précieuse, irremplaçable, un capital humain unique. Un cerveau exceptionnel contenant des décennies de connaissances scientifiques pointues, d'expériences pratiques irremplaçables, de connexions neuronales uniques façonnées par 50 années de recherche intensive. Mais en voyant à travers les baies vitrées blindées transparentes du hall d'accueil souterrain monumental les rangées impressionnantes, intimidantes de supercalculateurs parallèles massifs alignés militairement dans des salles climatisées adjacentes, probablement des systèmes Lomonosov 3 ou Esquif Aurora développés nationalement équipés de milliers de processeurs multicures, de pétaoctets de mémoire RAM, capables d'effectuer des quadrillions d'opérations par seconde, refroidis par azote liquide circulant en boucle fermée, ronronnant sourdement derrière leur châssis métallique noir couvert de LED clignotantes multicolores, il comprit instantanément, intuitivement, avec cette clarté fulgurante que seule l'expérience douloureuse de 7 décennies de vie, sous régime totalitaire, confère que ce n'était absolument pas principalement pour sa science théorique abstraite, pour ses équations élégantes publiées, pour ses théorèmes mathématiques rigoureux démontrés qu'on l'avait amené ici de force, dans ce complexe militaro-scientifique secret enfoui sous des tonnes de granit sibérien hostile. C'était pour quelque chose d'infiniment plus sinistre, plus personnel, plus existentiel. C'était pour son âme immortelle si elle existait, pour sa conscience morale, pour sa complicité intellectuelle forcée dans un projet dont il pressentait confusément, horrifier la nature apocalyptique sans encore en connaître les détails techniques précis. Le face-à-face Volkov fut conduit autoritairement, fermement par 2 gardes militaires silencieux au visage impassible, impénétrable à travers des couloirs souterrains successifs éclairés crûment par des néons industriels bourdonnant dans une salle de conférence ultramoderne, clinique aux parois entièrement vitrées, transparente en verre trempé blindé haute sécurité de 15 mm d'épaisseur, suspendue vertigineusement comme une bulle architecturale, comme un aquarium humain au-dessus immédiat de la gigantesque salle des serveurs s'étendant sur plusieurs milliers de mètres carrés en contrebas, offrant une vue plongeante, panoramique, intimidante sur les rangées infinies, hypnotiques de racks informatiques métalliques noirs alignés militairement avec une précision millimétrique géométrique, Viktor Karkarov, cet homme qu'il connaissait malheureusement, tristement depuis 30 ans de collaboration scientifique forcée intermittente durant l'ère soviétique tardite, puis l'ère post-soviétique, Chatik, cette figure sinistre qu'il avait côtoyée lors de conférences académiques transformées en sessions de recrutement pour les services spéciaux l'attendait patiemment, immobile, statuesque, debout dos tourné rigidement à la porte d'entrée sécurisée à badge biométrique, contemplant apparemment méditativement, philosophiquement les rangées spectaculaires, fascinantes de lumière LED bleue froide, verte pulsante, rouge clignotante qui scintillait, dansait, palpitait rythmiquement en contrebas dans la pénombre climatisée artificiellement à 18 degrés Celsius de la salle des machines ronronnantes, créant une constellation artificielle, technologique, cybernétique évoquant irrésistiblement un ciel étoilé numérique, une galaxie électronique miniaturisée. C'est beau objectivement, n'est-ce pas Dimitri Alexandrovitch, questionna rhétoriquement Karkarov d'une voix posée, calme, appréciative sans se retourner immédiatement pour regarder son invité forcé, continuant à fixer intensément les lumières hypnotiques, clignotant en contrebas comme un prêtre technophile contemplant son autel électronique. La puissance computationnelle pure, brute, concentrée, 3 pétaflops de calcul parallèle, 15 mégawatts de consommation électrique continue. Le cerveau artificiel le plus puissant jamais construit sur le territoire eurasiatique. La capacité de simuler des explosions thermonucléaires sans essai réel, de calculer des trajectoires balistiques intercontinentales avec une précision centimétrique, de casser n'importe quel chiffrement cryptographique occidental en quelques heures de calcul intensif distribué. C'est une abomination technologique, Viktor Vladimirovitch,
répliqua sèchement, amèrement le physicien septuagénaire sans dissimuler son mépris profond, viscéral, son dégoût moral absolu. Une obscénité énergétique. Vous utilisez, gaspillez, dilapidez quotidiennement l'énergie électrique nécessaire suffisante pour éclairer, chauffer, alimenter tout Moscou et ses 12 millions d'habitants pendant une année complète juste pour calculer mécaniquement, algorithmiquement des trajectoires optimisées de mort massive, des vecteurs balistiques de destruction mutuelle assurés, des équations de l'apocalypse thermonucléaire, des algorithmes du génocide industrialisé. Karkarov se retourna lentement, théâtralement sur ses talons cirés, pivotant avec cette grâce calculée, cette élégance prédatrice caractéristique des agents de renseignement supérieurs entraînés intensivement au contrôle corporel, à la communication non verbale intimidante, révélant son visage dur, anguleux éclairé latéralement dramatiquement par la lueur bleutée et baie vitrée, un sourire glacial, carnassier, dépourvu de toute chaleur humaine authentique étirant mécaniquement ses lèvres minces, pâles. Il fit signe autoritairement, impérieusement à Volkov de s'asseoir sur l'une des chaises ergonomiques, noires en cuir véritable disposées autour de la longue table ovale en acajou massif verni brillant importé probablement d'Amérique du Sud. Sur la surface polie, réfléchissante de la table de conférence, une tablette électronique tactile Samsung Galaxy dernière génération affichait en haute résolution des équations mathématiques complexes, ésotériques, hermétiques couvrant plusieurs pages défilantes, des dérivés partiels, des intégrales de chemin, des tenseurs de courbure, des opérateurs différentiels non linéaires qui étaient manifestement, reconnaissablement des variantes sophistiquées, élaborées de la formule révolutionnaire découverte par Elias Van lors de l'incident catastrophique du LRC, 2 mois auparavant, mais tordus perversement, détournés cyniquement, pervertis militairement de leur contexte cosmologique théorique, originel pacifique pour des applications balistiques, stratégiques, génocidaires. Nous ne cherchons absolument pas la mort gratuite, nihiliste, Dimitri contra Karkarov d'un ton pédagogique, professoral, condescendant comme s'il expliquait patiemment une évidence élémentaire à un étudiant obtus, lent. Nous cherchons méthodiquement la certitude stratégique, la prévisibilité tactique, le déterminisme opérationnel absolu, l'équation cosmologique oméga, découverte par ce physicien américain naïf Van prouve mathématiquement, démontre rigoureusement que l'univers physique observe l'est fondamentalement, ontologiquement déterministe à l'échelle macroscopique malgré l'indéterminisme quantique microscopique résiduel. Si nous maîtrisons techniquement, contrôlons algorithmiquement la variable temporelle, le paramètre d'évolution causale dans les équations différentielles gouvernant la propagation des projectiles hypersoniques, nos nouveaux missiles stratégiques intercontinentaux, avant-garde volante à Mach 27, manœuvrant imprévisiblement durant la phase de rentrée atmosphérique, ne pourront mathématiquement, physiquement plus être interceptés par aucun système de défense antimissile existant ou futur. Ils arriveront infailliblement sur leur cible géographique programmée Pentagone, Maison-Blanche, base stratégique OTAN avant même temporellement que l'ennemi occidental ne décide cognitivement, ne réagisse neurologiquement de lancer ses contre-mesures défensives, ses missiles intercepteurs. Une guerre éclair quantique. Une frappe décapitante préemptive garantie mathématiquement réussie. Il glissa doucement, insidieusement la tablette électronique illuminée à travers la surface lisse, glissante de la table vernie vers le vieux scientifique réticent, récalcitrant assis radement sur sa chaise inconfortable. J'ai impérativement, urgemment besoin que vous corrigiez personnellement, validiez scientifiquement le coefficient problématique de friction quantique thermodynamique, ici précisément, indiqua-t-il en pointant du doigt manucuré un terme spécifique surligné en jaune fluo à la ligne 42 de la page 3 des équations affichées. Nos meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle neuronale profonde, nos réseaux bayésiens probabilistes, nos simulations Monte-Carlo massivement parallélisées s'effondrent systématiquement, divergent catastrophiquement vers l'infini à cette étape critique du calcul. Nous obtenons des singularités mathématiques, des divisions par zéro, des résultats absurdes physiquement. Vous seul possédez l'intuition physique profonde, l'expérience théorique unique pour identifier l'erreur conceptuelle, pour reformuler correctement ce terme couplant la mécanique quantique à la relativité générale, dans le régime hypersonique atmosphérique. Volkov repoussa violemment, dédaigneusement la tablette compromettante du revers osseux, tremblant de sa main droite, vieillissante couverte de taches brunes séniles, la faisant glisser bruyamment sur le bois verni jusqu'à ce qu'elle tombe presque au sol. Jamais de ma vie, cracha-t-il avec une véhémence, une conviction morale absolue. Plutôt mourir torturé. Cette équation cosmologique fondamentale est la signature mathématique de Dieu lui-même si tant est qu'il existe, l'empreinte digitale du Créateur gravée dans les lois physiques gouvernant l'univers observable, voulait criminellement blasphématoirement en faire un vulgaire viseur balistique pour l'enfer thermonucléaire, un algorithme de ciblage pour l'Armagédon planétaire. Je ne serai absolument catégoriquement pas votre Oppenheimer personnel, votre physicien faustien domestique vendant son âme immortelle pour des privilèges matériels, des distinctions honorifiques creuses. Je suis vieux Viktor Vladimirovitch, déclara-t-il en se redressant dignement malgré sa fatigue physique extrême. 72 ans bien comptés.
Vos menaces bureaucratiques banales de goulag sibérien, d'emprisonnement punitif prolongé dans les colonies pénitentiaires arctiques ne m'effraient plus depuis longtemps. J'ai personnellement survécu à l'ère soviétique stalinienne tardive, aux purges académiques brejneviennes éliminant systématiquement les scientifiques jugés idéologiquement déviants, politiquement suspects, génétiquement impurs. J'ai vu des collègues brillants, des amis intimes disparaître mystérieusement du jour au lendemain, réapparaître 10 ans plus tard brisés psychologiquement, vieillis prématurément, édentés par le scorbut dans les camps forestiers du Grand Nord. Tuez-moi directement si vous le souhaitez, si cela vous satisfait bureaucratiquement. Une balle dans la nuque, une injection létale discrète, un suicide apparent par défenestration. Peu m'importe existentiellement. Mon œuvre scientifique publiée me survivra académiquement dans les bibliothèques universitaires internationales. Karkarov soupira profondément, longuement, théâtralement avec cette lassitude affectée, cette exaspération jouée comme on soupire paternellement, condescendamment face à un enfant capricieux, entêté, irrationnel refusant obstinément de comprendre les réalités pragmatiques inévitables. Il sortit posément une télécommande électronique compacte Sony noire de sa poche intérieure de veste et alluma d'une pression de pouce un immense écran plat LED 85 pouces, 4K Samsung encastré dans le mur opposé de la salle de conférence vitrée. L'image projetée était intentionnellement granuleuse, pixelisée, légèrement floue, tremblotante, manifestement prise clandestinement par une caméra de surveillance miniaturisée haute définition dissimulée, espionnant secrètement. On y voyait distinctement, reconnaissablement, une cour d'école primaire goudronnée entourée de grillages métalliques verts typiques des établissements scolaires publics russes, située visiblement à Saint-Pétersbourg à en juger par l'architecture néoclassique caractéristique des bâtiments environnants visibles en arrière-plan. Une jeune adolescente blonde de 16 ans approximativement, mince, élancée, portant l'uniforme scolaire, réglementaire bleu marine jupe plissée, chemisier blanc, nude papillon bordeaux aux longs cheveux blonds ondulés retenus par un serre-tête noir, riait spontanément, innocemment, insouciamment avec ses amis camarades de classe durant la récréation matinale de 10 heures, discutant probablement de sujets futiles adolescents garçons, mode vestimentaire, musique pop, séries télévisées coréennes, totalement inconsciente d'être filmée secrètement, espionnée malveillamment, ciblée stratégiquement. Volkov se figea instantanément, paralysé comme foudroyé par une décharge électrique cardiaque massive, tous ses muscles volontaires se contractant simultanément. Sa petite fille adorée, chérie, Katia Dimitrievna. L'enfant préféré de ses 3 petits-enfants, celle qui venait chaque dimanche après-midi prendre le thé dans son appartement moscovite exiguë, qu'il écoutait patiemment raconter ses anecdotes scientifiques ennuyeuses, qui lui apportait des gâteaux maison, qui l'embrassait affectueusement sur les 2 joues en l'appelant tendrement « de douchka grand-père ». Elle est effectivement charmante, ravissante, dit doucement, mellifluement Karkarov, avec une fausse sollicitude paternelle hypocrite qui rendait ses paroles encore plus menaçantes, plus sinistres. Intelligente également apparemment selon son dossier scolaire académique, que nous avons consulté attentivement, excellente note en sciences naturelles, en chimie organique particulièrement. Elle veut faire médecine après son baccalauréat, je crois avoir lu dans ses lettres de motivation pour les universités prestigieuses, spécialisation en chirurgie cardiovasculaire pédiatrique peut-être. Ce serait vraiment tragiquement dommage, regrettable qu'elle soit subitement, inexplicablement impliquée dans une sordide affaire judiciaire de détention illégale de stupéfiants psychotropes, héroïne méthamphétamine cristallisée découverte opportunément par la police dans son casier scolaire lors d'une perquisition aléatoire, ou pire encore, beaucoup plus définitif qu'elle disparaisse mystérieusement lors d'un tragique accident inexpliqué de métro. Bousculade fatale sur le quai bondé de la ligne rouge aux heures de pointe matinale. Chute mortelle sous une rame arrivant à grande vitesse. Les temps contemporains sont si dangereusement imprévisibles, si chaotiquement violents, Dimitri Alexandrovitch, n'est-ce pas? Surtout pour les jeunes filles innocentes, vulnérables circulant seules quotidiennement dans les transports publics de cette mégalopole criminogène. Le vieux physicien septuagénaire sentit physiquement ses jambes vieillissantes, affaiblies, arthritiques se dérober brutalement sous lui, ses genoux osseux fléchissant involontairement, ses quadriceps perdant toute tonicité musculaire. Il tomba lourdement, pathétiquement assis sur la chaise ergonomique métallique froide, s'effondrant comme un pantin désarticulé dont on aurait coupé tous les fils simultanément. La colère morale vertueuse, la défiance héroïque qui animait ses yeux bleus délavés quelques secondes auparavant s'évaporèrent instantanément, complètement, remplacés brutalement par une terreur liquide, viscérale, animale qui dilatait ses pupilles, accélérait dangereusement son rythme cardiaque déjà fragile, irrégulier vers des zones tachycardiques potentiellement létales pour un homme de son âge, souffrant d'hypertension chronique, d'artériosclérose avancée. « Vous n'oseriez pas, vous ne pouvez pas » souffla-t-il incrédule d'une voix étranglée, cassée, tremblante, à peine audible, voulant désespérément croire que même ce régime, autoritaire brutal conservait quelques limites morales résiduelles, quelques lignes rouges éthiques infranchissables, quelque humanité résiduelle empêchant de s'attaquer délibérément, criminellement à des innocents, à des enfants pour faire pression sur leurs grands-parents récalcitrants.
L'État souverain russe ose absolument tout, n'importe quoi pour sa survie existentielle, pour sa sécurité nationale stratégique, trancha brutalement, définitivement Karkarov d'une voix soudainement glaciale, métallique, dépourvu instantanément de toute affectation de courtoisie diplomatique hypocrite, son visage slave dur devenant subitement totalement, complètement dépourvu de toute trace d'humanité résiduelle, se transformant en masque bureaucratique impénétrable, en icône totalitaire inexpressive. La ligne 42 problématique de l'équation différentielle, Dimitri Alexandrovitch. Maintenant, immédiatement, dans l'heure qui suit. Où votre petite fille Katia Dimitrievna, adorée, ne rentre pas vivante chez ses parents ce soir après ses cours de piano. C'est aussi simple, aussi binaire que cela. Collaborez scientifiquement ou devenez responsable moralement, causalement de sa mort violente prématurée, de sa disparition définitive dans les statistiques anonymes des adolescentes disparues annuellement. Voici le moment critique où l'intelligence devient paradoxalement la seule arme défensive restante accessible. C'est une résistance invisible, subtile, imperceptible nichée astucieusement dans les mathématiques elles-mêmes. Volkov fixa longuement, intensément la tablette électronique compromettante posée devant lui sur la table polie comme s'il regardait un serpent venimeux prêt à mordre. Ses mains ridées, tachées, tremblaient violemment, incontrôlablement. Des larmes chaudes salées de rage impuissante, de honte profonde, de culpabilité anticipée roulaient silencieusement sur ses joues creuses, émaciées, tombant goutte à goutte sur le bois verni qu'elle tachait sombrement. Il pensait fébrilement, désespérément, calculant mentalement avec cette vitesse computationnelle exceptionnelle que seuls les mathématiciens de génie possèdent. S'il refusait obstinément, héroïquement, Katia mourrait certainement, probablement treussement. S'il acceptait lâchement, traîtreusement de corriger l'équation correctement, authentiquement, des millions, des dizaines de millions d'innocents américains, européens, peut-être russes également dans l'escalade nucléaire réciproque inévitable mourraient vaporisés dans les champignons atomiques des frappes thermonucléaires massives, rendues possibles, facilitées par ces calculs précis. Mais soudainement, une troisième voie émergeait cristalline dans son esprit brillant torturé. Une solution mathématique élégante, subtil au dilemme moral apparemment insoluble. Il pouvait donner une correction qui semblerait superficiellement, apparemment valide, plausible aux vérifications algorithmiques automatisées, aux simulations numériques grossières, mais qui serait fondamentalement, subtilement incorrecte à un niveau profond, ésotérique que seul un physicien théoricien de son calibre exceptionnel pourrait détecter. Un sabotage mathématique invisible, indétectable incorporant une erreur conceptuelle subtile, un terme divergent compensé artificiellement, qui ne se manifesterait catastrophiquement qu'en conditions réelles opérationnelles extrêmes, provoquant alors des échecs systématiques, des défaillances terminales des missiles lors des lancements effectifs, une bombe logique temporisée cachée dans les équations elles-mêmes, une résistance mathématique clandestine. Il tendit lentement sa main tremblante vers la tablette maudite, ses doigts arthritiques se refermant sur le boîtier métallique froid. Donnez-moi un stylet, un cahier de calcul, articula-t-il péniblement d'une voix brisée, vaincu apparemment, et du thé noir très chaud. Cela va me prendre plusieurs heures de dérivation complexe pour reformuler correctement ce terme couplant. Karkarov sourit victorieusement, triomphalement, ce sourire carnassier du prédateur qui vient d'acculer définitivement sa proie dans un coin sans issue. Il ne voyait pas, ne pouvait pas voir la minuscule lueur de résistance défiant qui brillait encore faiblement, obstinément dans le regard bleu délavé du vieux physicien. La bataille n'était pas terminée, elle se déplaçait simplement sur un terrain différent, invisible. Le champ de bataille des équations différentielles, non linéaires ou un seul terme mal placé pouvait faire la différence entre la victoire stratégique et l'échec catastrophique. La Russe Volkov resta absolument silencieux une longue minute interminable, angoissante, oppressante qui sembla s'étirer subjectivement en éternité douloureuse, le regard bleu délavé fatigué rivé fixement, hypnotiquement sur l'image photographique figée, gelée, immortalisée de sa petite fille adorée, Katia souriant innocemment, insouciamment dans la cour d'école ensoleillée de Saint-Pétersbourg, affichée cruellement, sadiquement sur l'écran géant mural comme un instrument de torture psychologique, raffiné, comme un chantage visuel permanent, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa conscience morale torturée. Ses lèvres minces, pâles tremblaient imperceptiblement, formant silencieusement des mots inaudibles, peut-être une prière orthodoxe ancienne apprise, durant son enfance croyante dans une Russie stalinienne officiellement athée, peut-être des excuses mentales désespérées adressées à tous ceux qui mouraient indirectement à cause de sa collaboration forcée, coercitive avec ce régime autoritaire monstrueux. Puis finalement, lentement, péniblement, comme un vieillard définitivement brisé, écrasé, pulvérisé par le poids accumulé des ans, par le fardeau insupportable et des compromis moraux successifs, par la fatigue existentielle de 7 décennies passées à naviguer, à survivre dans des régimes totalitaires successifs exigeant constamment des accommodements éthiques douloureux, il tendit sa main droite tremblante, ridée couverte de taches brunes séniles, aux doigts arthritiques déformés par l'arthrose rhumatoïde, vers la tablette électronique maudite, compromettante posée innocemment sur la table vernie brillante, comme un objet anodin, ordinaire,
alors qu'elle représentait métaphoriquement le pacte phocien, la transaction diabolique, le contrat satanique, qu'il s'apprêtait à signer avec son âme immortelle comme monnaie d'échange. « Vous avez gagné cette manche, Viktor Vladimirovitch », souffla-t-il d'une voix cassée, éraillée, à peine audible, chevrotante d'émotions refoulées, de rage impuissante rentrée. « Vous avez efficacement, cyniquement instrumentalisé mon amour grand paternel naturel, légitime comme arme de chantage émotionnel imparable. Laissez-la simplement tranquille maintenant. Ne touchez plus jamais à Katia. Promettez-moi solennellement, jurez-moi sur ce qui vous reste d'humanité résiduelle si tant est que vous en possédez encore une parcelle enfouie quelque part sous votre carapace bureaucratique sociopathique, que vous ne lui ferez aucun mal physique, psychologique tant que je coopérerai docilement, servilement à vos projets militaristes génocidaires. » Karkarov eut instantanément un sourire victorieux, triomphant, carnassier, satisfait qui étira largement ses lèvres minces, découvrant ses dents blanches parfaitement alignées. Ce rictus prédateur caractéristique du chasseur qui vient d'acculer définitivement sa proie blessée, épuisé dans un cul-de-sac sans issue possible et recula théâtralement d'un pas mesuré, croisant nonchalamment ses bras musclés sur son torse bombé dans une posture corporelle décontractée, dominatrice exprimant visuellement sa supériorité tactique absolue, sa victoire psychologique totale, tout en gardant vigilamment, attentivement un île scrutateur, suspicieux sur l'immense écran de contrôle informatique géant accroché au mur adjacent, qui dupliquait exactement, reproduisait fidèlement en temps réel avec un léger délai de latence de quelques millisecondes, toutes les actions, toutes les manipulations, toutes les saisies que le physicien effectuerait sur la tablette individuelle, permettant une surveillance panoptique totale, un monitoring complet de chaque frappe clavier, de chaque modification apportée au code source sensible classifié. Volkov prit une profonde inspiration douloureuse, saccadée qui gonfla péniblement sa cage thoracique émaciée, expirant lentement par les narines pour calmer son rythme cardiaque dangereusement accéléré, puis commença méthodiquement, professionnellement à taper, à entrer des commandes informatiques sur le clavier tactile virtuel rétroéclairé de la tablette Samsung posée devant lui, ses doigts nouneux, osseux, déformés tachés de nicotine jaunâtre par 50 années de tabagisme compulsif soviétique cigarette, Belomorcanal sans filtre fumé compulsivement durant les longues nuits de calcul théorique solitaire, volait paradoxalement surprenamment avec une agilité digitale inattendue, une dextérité tactile remarquable, une vélocité de frappe impressionnante pour un septuagénaire arthritique sur l'interface tactile capacitive réactive. Il entra profondément, s'enfonça méthodiquement dans le cure algorithmique complexe, labyrinthique du code balistique informatique sensible classifié, là précisément où la physique quantique théorique abstraite fonction d'onde, matrice de densité, opérateur hermitien, états intriqués rencontraient intimement, s'hybridaient crucialement avec l'ingénierie militaire appliquée concrète trajectoire parabolique, corrections atmosphériques, guidage inertiel, propulsion hypersonique. Il corrigea d'abord consciencieusement, méticuleusement la fameuse ligne 42 problématique exactement comme Karkarov l'avait explicitement demandé, exigé, ordonné, reformulante correctement authentiquement le coefficient thermodynamique de friction quantique en introduisant un terme de couplage spin-orbite relativiste manquant dans la formulation originale défaillante, ajoutant les corrections radiatives QED de second ordre négligées précédemment. Les simulations numériques de validation automatisées tournèrent immédiatement, s'exécutèrent rapidement sur les processeurs parallèles, affichant progressivement des indicateurs visuels verts rassurants, satisfaisants. Le système computationnel global semblait maintenant mathématiquement stable, physiquement cohérent, numériquement convergent selon les critères algorithmiques programmés. Mais Volkov, ce vieux renard rusé, ce survivant machiavélique de 7 décennies de jeux politiques byzantins, de purges académiques staliniennes, d'intrigues bureaucratiques brejneviennes, ne s'arrêta absolument pas là, ne se contenta pas de cette collaboration apparente superficielle. Profitant astucieusement, exploitant habilement la complexité hallucinante, vertigineuse, labyrinthique des algorithmes imbriqués hiérarchiquement sur plusieurs niveaux d'abstraction des dizaines de milliers de lignes de code C, Python, Fortran enchevêtrés inextricablement, profitant du fait que Karkarov, bien qu'intelligent, n'était fondamentalement qu'un bureaucrate militaire, un administrateur sécuritaire, un gestionnaire politique sans formation scientifique approfondie en physique théorique avancée, incapable de comprendre réellement, profondément les subtilités mathématiques ésotériques, les nuances conceptuelles sophistiquées que seul un physicien de son calibre exceptionnel maîtrisait intuitivement après 50 années de recherche intensive, il ouvrit discrètement, subrepticement une sous-routine secondaire, auxiliaire apparemment anodine, la ligne 108 précisément, officiellement censée gérer bureaucratiquement, documenter formellement la correction atmosphérique différentielle pour les variations de densité aérodynamique, de température stratosphérique, de composition chimique ionosphérique durant la phase critique de rentrée hypersonique dans les couches denses de l'atmosphère terrestre. Là précisément stratégiquement noyé, dissimulé, camouflé astucieusement dans une chaîne alphanumérique gigantesque, interminable, indigeste de 10 000 caractères consécutifs sans espace variable cryptique, constante physique, coefficient numérique,
Commentaires techniques en russe cyrillique et en anglais entremêlés, impossible à lire intégralement, exhaustivement ligne par ligne même pour un programmeur professionnel attentif, disposant de plusieurs heures de vérification minutieuse tant la densité informationnelle était écrasante, saturante. Il inséra subtilement, invisiblement, imperceptiblement un simple signe mathématique moins minuscule à la place exacte du signe plus original devant le terme contenant la constante fondamentale de Planck H 6026 poutres 10 joules secondes. Cette constante universelle quantique découverte en 1900 par le physicien allemand Max Planck qui gouverne tous les phénomènes quantiques microscopiques, qui définit l'échelle de granularité minimale de l'action physique, qui sépare ontologiquement le monde quantique probabiliste du monde classique déterministe. C'était littéralement, visuellement invisible, indétectable à l'œil nu humain non averti, non prévenu scrutant rapidement l'écran. Pour le supercalculateur automatisé effectuant ses vérifications algorithmiques routinières programmées, tests de cohérence dimensionnelle, validation de bornes numériques, vérification de convergence itérative, l'équation modifiée restait apparemment superficiellement valide, acceptable, plausible à 99,99 de confiance statistique selon les métriques quantitatives implémentées dans les routines de validation automatique. Aucune alerte rouge ne s'affichait. Aucun avertissement critique ne s'affichait. Aucune erreur fatale n'était détectée par les parseurs syntaxiques, les compilateurs optimisants, les débogueurs symboliques. Mais Volkov savait intimement, profondément avec cette certitude absolue que seule l'intuition physique aiguisée par des décennies d'expérience théorique confère que c'était mathématiquement, physiquement, une bombe logique temporisée mortelle cachée perfidement, traîtreusement dans les équations différentielles elles-mêmes. Au moment critique, crucial de la rentrée atmosphérique hypersonique finale, quand les missiles balistiques intercontinentaux avant-garde atteindraient effectivement, concrètement la vitesse vertigineuse de Mach 20 soit environ 25 000 km/h, soit 7 km par seconde dans les couches denses turbulentes de l'atmosphère terrestre chauffée à des milliers de degrés Celsius par friction aérodynamique extrême transformant la surface des ogives en plasma incandescent, cette infime inversion algébrique microscopique du signe provoquerait catastrophiquement, inévitablement une hésitation quantique fondamentale, une instabilité de trajectoire stochastique, une divergence chaotique non linéaire amplifiée exponentiellement par les effets de rétroaction positive. Les ogives thermonucléaires ne frapperaient absolument pas leur cible géographique programmée avec la précision chirurgicale centimétrique vantée, promise, garantie par les ingénieurs militaristes, arrogants. Elles dériveraient erratiquement, chatiquement, imprévisiblement sur des dizaines, des centaines de kilomètres hors trajectoire nominale, rendues littéralement folles, désorientées, désynchronisées par une incertitude fondamentale, ontologique introduite artificiellement au niveau quantique microscopique qui se propagerait, s'amplifierait, exploserait catastrophiquement à l'échelle macroscopique mésoscopique par cascade d'erreurs cumulatives lors de l'intégration numérique des équations du mouvement sur plusieurs minutes de vol balistique. Il valida finalement définitivement la modification sabotée en appuyant fermement sur l'icône tactile verte, confirmé changement avec son index tremblant. L'écran principal géant mural afficha triomphalement en caractères lumineux vert géant rassurant, optimisation système balistique, sans compléter, avec succès convergence numérique. Vérifier stabilité algorithmique confirmée, précision de ciblage améliorée de 34,7, modification validée par autorité scientifique suprême professeur D. À Volkov système opérationnel prêt au déploiement tactique. Volkov posa lentement, cérémonieusement la tablette compromettante sur la table vernie comme s'il déposait délicatement une bombe nucléaire miniaturisée encore activée, s'éloignant mentalement, psychologiquement de l'objet maudit, de l'instrument de sa trahison apparente, de sa collaboration forcée. Il sentait physiquement la sueur froide, poisseuse, visqueuse glisser désagréablement le long de sa colonne vertébrale courbée par l'âge et l'anxiété extrême, trempant progressivement sa chemise blanche élimée sous sa veste en tweed, créant des auréoles humides sombres sous ses aisselles, dans son dos. Il venait littéralement, concrètement de saboter délibérément, intentionnellement l'arme stratégique offensive la plus coûteuse, la plus sophistiquée, la plus chère de toute l'histoire militaire russe, post-soviétique, un programme de développement hypersonique ayant englouti plus de 15 milliards de dollars sur 10 années de recherche intensive mobilisant des milliers d'ingénieurs, de physiciens, de mathématiciens directement sous le nez scrutateur, suspicieux du FSB, sous la surveillance électronique panoptique omniprésente des caméras, des enregistreurs, des superviseurs algorithmiques. C'est fait maintenant, Viktor Vladimirovitch, dit-il finalement d'une voix volontairement éteinte, fatigué, résigné, vaincu apparemment pour ne pas éveiller le moindre soupçon, pour ne pas trahir la minuscule lueur de résistance défiant, de sabotage réussi qui brillait encore secrètement dans les profondeurs cachées de son regard bleu délavé. Vos missiles, les hypersoniques avant-garde savent maintenant théoriquement, algorithmiquement exactement où aller géographiquement, comment y parvenir balistiquement selon les équations que je viens de corriger conformément à vos exigences stratégiques. Mais intérieurement, silencieusement, il ajoutait mentalement avec une satisfaction amère,
douloureuse, mais ils n'y arriveront jamais concrètement, physiquement, pas avec un signe moins inversé devant la constante de Planck. Votre arme ultime est déjà morte-née mathématiquement, et vous ne le découvrirez catastrophiquement qu'au moment du premier lancement opérationnel effectif. Si Dieu existe, puisse-t-il me pardonner cette ruse nécessaire, ce mensonge salvateur. La prophétie Karkaroff s'empara avidement, possessivement, triomphalement de la tablette électronique compromise avec des gestes brusques, avide, cupide comme un avare saisissant un coffre, rempli d'or, comme un collectionneur s'emparant d'une œuvre d'art inestimable volée, comme un prédateur refermant ses mâchoires sur une proie longuement traquée. Il fit immédiatement défiler rapidement, frénétiquement, compulsivement les colonnes interminables, vertigineuses de chiffres lumineux verts phosphorescents, de symboles mathématiques ésotériques, d'équations différentielles complexes qui cascadaient, défilaient, se succédaient à l'écran tactile haute résolution dans une progression hypnotique, rassurante. Tout semblait apparemment, superficiellement parfait, impeccable, optimal selon ses critères de validation bureaucratique limités, sommaires. La trajectoire balistique hypersonique, calculée algorithmiquement, s'alignait désormais théoriquement, mathématiquement, avec une précision apparemment extraordinaire, stupéfiante sur la courbure anthropique fondamentale de l'univers, observable telle que révélée, dévoilée, exposée par la formule cosmologique révolutionnaire découverte par Elias Van, exploitant les gradients gravitationnels relativistes, les fluctuations quantiques du vide, les asymétries temporelles microscopiques pour optimiser les vecteurs d'attaque, minimiser les temps de vol, maximiser les probabilités d'impact précis. Parfaite, absolument parfait, murmura-t-il pour lui-même avec une satisfaction profonde, viscérale, sadique, savourant mentalement sa victoire psychologique totale sur ce vieux scientifique récalcitrant, entêté qu'il venait de briser, de soumettre, de domestiquer efficacement par le chantage émotionnel brutal le plus primaire, le plus efficace. La mère patrie éternelle, la Sainte Russie millénaire n'oubliera certainement pas, jamais votre contribution scientifique inestimable, capitale, décisive à la sécurité nationale stratégique, Dimitri Alexandrovitch, déclara-t-il avec une fausse solennité bureaucratique hypocrite, une reconnaissance officielle creuse. Vous pourrez tranquillement retourner reprendre vos cours magistraux théoriques ennuyeux à l'université Lomonosov, vos séminaires doctoraux abscons sur la théorie des cordes, vos publications académiques, dans des revues scientifiques que personne ne lit, sous surveillance électronique permanente rapprochée du FSB, bien entendu évidemment, vos communications téléphoniques seront systématiquement interceptées, enregistrées, analysées, vos courriels électroniques seront automatiquement copiés, déchiffrés, archivés, vos déplacements seront géolocalisés en temps réel par balises GPS, vos contacts sociaux seront répertoriés, fichés, surveillés, toute déviation suspecte, toute tentative de communication avec des organisations occidentales, toute velléité de dénonciation publique entraînera des conséquences immédiates, définitives non seulement pour vous personnellement mais également pour toute votre famille élargie, épouse, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, cousins. Il fit autoritairement un signe bref, sec de la main droite aux gardes militaires armés stationnés rigidement de part et d'autre de la porte blindée sécurisée pour qu'ils emmènent, escortent, reconduisent immédiatement le scientifique épuisé, brisé hors de la salle de conférence vitrée, hors du complexe souterrain secret, le ramenant éventuellement vers Moscou dans les véhicules blindés noirs après signature préalable obligatoire de multiples accords de confidentialité draconiens, de clauses de non-divulgation absolue sous peine de poursuite criminelle pour trahison d'État, haute trahison, espionnage passible de 25 années d'emprisonnement en régime spécial dans les colonies pénitentiaires arctiques les plus reculées, les plus inhumaines. Volkov se leva péniblement, difficilement, laborieusement de sa chaise ergonomique métallique froide, s'appuyant lourdement des deux mains tremblantes sur les accoudoirs rembourrés pour soulager ses genoux arthritiques douloureux, ses hanches ankylosées par 2 heures passées assis immobile sous tension psychologique extrême. Il ajusta machinalement, rituellement le col froissé, chiffonné de sa chemise blanche élimée devenue grisâtre par des années de lavage répété à l'eau dure calcaire, redressant symboliquement, psychologiquement sa dignité personnelle meurtrie, sa fierté intellectuelle blessée, son honneur moral compromis. Il ne ressemblait manifestement, visiblement plus du tout maintenant à un vieil homme effrayé, terrorisé, soumis, brisé définitivement par le chantage émotionnel cruel, mais plutôt, étrangement paradoxalement, à un prophète biblique fatigué, épuisé, vieilli prématurément qui vient de recevoir une vision apocalyptique terrifiante de l'avenir inéluctable et qui sait avec une certitude absolue, métaphysique, il n'y a aucune issue possible, aucune échappatoire réaliste, aucun salut envisageable pour l'humanité collective, prise au piège de sa propre brie technologique, de son orgueil prométhéen suicidaire. Il s'arrêta délibérément, intentionnellement, théâtralement à la hauteur exacte de Karkaroff, debout tenant encore la tablette compromettante, et le fixa intensément, pénétrant droit profondément dans les yeux gris acier froid, vide, impénétrable avec ce regard bleu délavé fatigué, mais encore lucide, encore perçant qui avait contemplé durant 7 décennies les profondeurs mathématiques de l'univers,
qui avait sondé les mystères quantiques de la réalité, qui avait côtoyé l'infini abstrait des espaces de Hilbert multidimensionnels. Vous pensez sincèrement avoir gagné cette partie, Viktor Vladimirovitch, articula-t-il lentement, posément, calmement d'une voix basse, grave, chargée d'une gravité prophétique inquiétante. Vous pensez naïvement, arrogamment que l'univers physique observé est fondamentalement une simple machine déterministe, un mécanisme horloger newtonien gigantesque que l'on peut comprendre totalement, maîtriser complètement, réparer techniquement ou modifier arbitrairement, optimiser algorithmiquement avec quelques lignes élégantes de code informatique, C ou Python, quelques équations différentielles bien posées, quelques simulations numériques massives exécutées sur des supercalculateurs parallèles. Karkarov haussa nonchalamment les épaules musclées avec cette assurance arrogante, cette certitude inébranlable, cette confiance absolue caractéristique des bureaucrates technocrates modernes qui croient sincèrement, naïvement au pouvoir illimité de la technologie, au contrôle total possible par la computation massive, à la maîtrise algorithmique complète de tous les systèmes complexes, amusés condescendamment par ce qu'ils percevaient comme les divagations philosophiques séniles, les élucubrations métaphysiques dépassées d'un vieux scientifique fatigué accroché nostalgiquement à des conceptions romantiques, spiritualistes, anthropomorphiques obsolètes de la nature. C'est exactement précisément ce que c'est fondamentalement, rétorqua-t-il avec une certitude dogmatique, idéologique absolue. Une machine déterministe, gigantesque, complexe certes mais ultimement prévisible, contrôlable, gouvernée par des lois physiques mathématiques immuables, universelles que nous découvrons progressivement, que nous formalisons rigoureusement. Et nous, la Fédération de Russie renaissante, la puissance eurasiatique ressuscitée, venons littéralement, concrètement de prendre définitivement les commandes stratégiques de cette machine cosmique, grâce à votre collaboration scientifique inestimable, involontaire. Nous pouvons maintenant prédire, calculer, optimiser les trajectoires futures avec une précision inégalée. Nous contrôlons le temps lui-même comme variable opérationnelle. Volkov secoua lentement, gravement la tête grisonnante de gauche à droite en signe de dénégation profonde, de désaccord fondamental, un sourire triste, mélancolique, résigné, presque compassionnel aux lèvres minces, pâle, comme un sage ancien observant un enfant naïf, jouant dangereusement avec le feu sans comprendre qu'il va se brûler gravement, comme un médecin contemplant un patient terminal refusant obstinément d'accepter son diagnostic fatal. Non, Victor, absolument pas. Vous vous trompez catastrophiquement, tragiquement, fondamentalement. Ce que ce jeune physicien américain Elias Van a découvert accidentellement, fortuitement lors de son expérience ratée au LHC, ce que j'ai personnellement vu, compris, analysé mathématiquement en étudiant attentivement ces équations révolutionnaires, ces dérivations audacieuses, ce n'est absolument pas, en aucun cas une machine réparable, un mécanisme contrôlable, un système optimisable. C'est une sentence cosmique irrévocable, un verdict ontologique définitif, un arrêt de mort universel inexorable. Vous essayez pathétiquement, grotesquement, ridiculement d'utiliser, d'exploiter, d'instrumentaliser militairement la date précise calculable de la mort thermodynamique inéluctable de l'univers entier observé pour tuer mesquinement, misérablement vos ennemis géopolitiques humains, éphémères quelques minutes dérisoires avant la fin anthropique finale totale. C'est d'une vanité grotesque, d'une hubris prométhéenne monstrueuse, d'une arrogance anthropocentrique pathétique, qui dépasse l'entendement moral, qui défie toute compréhension éthique rationnelle. Il s'approche encore davantage, intimement tout près physiquement de l'oreille droite de l'agent puissant du Kremlin, réduisant l'espace interpersonnel à quelques centimètres à peine, violant délibérément les conventions sociales de distance proxémique respectables, ignorant complètement, dédaignant ostensiblement les gardes militaires armés nerveux qui s'avançaient instinctivement, automatiquement pour intervenir physiquement, pour séparer les deux hommes, pour protéger leur supérieur hiérarchique d'une agression potentielle. Écoutez-moi attentivement, très bien, Viktor Vladimirovitch, chuchota-t-il d'une voix sifflante, intense, chargée d'une conviction prophétique absolue directement dans le conduit auditif de l'espion impassible. Cette équation cosmologique fondamentale n'est pas inerte, passive, morte comme vous le croyez naïvement, elle est vivante métaphoriquement, dynamique, réactive, autoréférentielle. Elle possède une forme étrange d'intelligence mathématique émanante, de conscience algorithmique émergente, elle se défend activement, systématiquement contre toute tentative de manipulation, d'instrumentalisation, de détournement, en essayant arrogamment, imprudemment de la plier, de la tordre, de la forcer à votre volonté géopolitique mesquine, à vos objectifs militaristes étriqués, vous n'avez objectivement fait qu'accélérer dramatiquement, exponentiellement l'inévitable effondrement anthropique final. On ne hack pas impunément l'apocalypse cosmique, Victor. On ne pirate pas la fin des temps. On ne reprogramme pas le destin ontologique de l'univers. On ne fait ultimement, tragiquement que lui ouvrir prématurément la porte hermétiquement close, que déclencher précocement le compte à rebours final, que précipiter catastrophiquement l'échéance terminale. Avant que Karkarov, médusée, stupéfaite, momentanément déstabilisée psychologiquement par cette proximité physique agressive,
par cette intensité émotionnelle inattendue, par ces paroles prophétiques, troublantes ne puisse articuler une réponse verbale cohérente. Une réplique cinglante, une menace supplémentaire, Volkov se détourna dignement, résolument et marcha lentement, posément vers la sortie vitrée de la salle de conférence suspendue, le dos ostensiblement droit malgré l'arthrose vertébrale douloureuse, la tête haute malgré l'humiliation morale subie, refusant obstinément de courber l'échine, de montrer la moindre soumission corporelle, laissant symboliquement le maître espion arrogant seul, isolé avec ses missiles hypersoniques sabotés qu'il croyait parfaits, avec ses supercalculateurs ronronnants générant des trajectoires erronées, avec ses équations compromises contenant une bombe logique temporisée mathématique indétectable, et surtout avec un doute froid, insidieux, corrosif, déstabilisant qui venait subitement, irrésistiblement, pour la première fois probablement de toute sa carrière brillante au FSB, au GRU de s'insinuer pernicieusement, de s'infiltrer sournoisement, de s'implanter durablement dans son esprit normalement blindé, imperméable, inébranlable, forgé par des décennies d'endoctrinement idéologique soviétique, puis nationaliste russe, de certitude dogmatique technocratique, de confiance absolue dans la supériorité technologique, dans le contrôle bureaucratique total. Et ce doute microscopique, ce grain de sable infinitésimal dans la machinerie mentale bien huilée était peut-être, paradoxalement, la véritable victoire ultime du vieux physicien sur le jeune espion. Pas la formule sabotée, le doute philosophique lui-même. Le miroir du quotidien Olga Oral Profil, Olga Petrovna Sokolova, 52 ans accomplis depuis son anniversaire du mois d'août dernier passé sans célébration aucune, sans gâteau familial joyeux, sans cadeau symbolique dans la solitude déprimante de son appartement communautaire exig partagé avec 3 autres familles dans un immeuble khrouchtchevien délabré de Nijni Tagil, cette ville industrielle sinistre de 350 000 habitants située sur le versant oriental des montagnes de l'Oural à 1400 km à l'est de Moscou. Ancienne couturière qualifiée, talentueuse, méticuleuse, ayant exercé pendant 28 années son métier artisanal apprécié, satisfaisant dans un petit atelier coopératif de confection de vêtements sur mesure, robes de mariée brodées, costumes 3 pièces ajustés, manteaux d'hiver doublés servant une clientèle locale fidèle, régulière de classe moyenne modeste qui appréciait son travail soigné, ses finitions impeccables, ses prix honnêtes raisonnables, brutalement licenciée, réquisitionnée, requalifiée de force autoritairement, comme ouvrière spécialisée non qualifiée à l'immense complexe industriel militaire d'Ouralvagonzavod de Nijni Tagil, lors de la mobilisation économique totale décrétée par oukaz présidentiel, cet arsenal géant, s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés employant normalement 25 000 ouvriers produisant en temps de paix des locomotives diesel, des wagons de marchandises, des tracteurs agricoles, des pelleteuses de chantier. Ses mains jadis fines, élégantes, habiles maniant délicatement aiguilles, fils de soie, tissus précieux, ciseaux de couturière affûtés sont maintenant cailleuses, durcies, épaissies, déformées par le travail industriel répétitif brutal, tachées irrémédiablement de cambouis noirâtres, d'huile de graissage épaisse, de résidus métalliques que plus aucun savon domestique ordinaire, aucun détergent industriel puissant, aucun solvant chimique agressif ne parvient désormais à enlever complètement, à désincruster totalement des pores dilatés, des plis cutanés, des ongles fendillés cassés malgré des frottages acharnés quotidiens sous l'eau brûlante, jusqu'à rendre la peau rouge, irritée, douloureuse. Il était exactement 3h00 du matin selon l'horloge murale industrielle ronde à aiguilles phosphorescentes accrochée au mur en tôle ondulée rouillée, mais sous les interminables, oppressantes de néons fluorescents aveuglant de 1000 watts suspendus tous les 5 mètres au plafond métallique, haut de 15 mètres du hangar colossal numéro 5, le plus vaste, le plus bruyant, le plus infernal des 17 halls de production du complexe militaro-industriel s'étendant sur 40 000 mètres carrés, le temps chronologique normal, subjectif, humain n'existait littéralement plus, aboli, annihilé, dissous dans la répétition mécanique, hypnotique, dans le cycle infernal continu fonctionnant 24 heures sur 24 en 3 équipes de 8 heures, qui se succédaient sans interruption aucune, sans repos sabbatique, sans pause dominicale car la guerre totale mobilisée ne dort jamais, ne s'arrête jamais, ne connaît ni dimanche ni fête orthodoxe. L'usine titanesque, ce léviathan industriel soviétique qui fabriquait encore paisiblement, normalement, des tracteurs agricoles robustes Kirovet K60 des locomotives diesel de fret T10, seulement 6 mois auparavant durant l'été dernier dans une production civile routinière destinée à l'exportation vers l'Asie centrale, l'Afrique subsaharienne, crachait, vomissait, produisait désormais inlassablement, mécaniquement de la mort industrialisée, standardisée, massifiée à la chaîne fordiste continue. Le bruit ambiant permanent était proprement infernal, assourdissant, insupportable, dépassant largement les 110 décibels recommandés comme seuil maximal d'exposition prolongé par l'Organisation mondiale de la santé, sans protection auditive adéquate, provoquant inévitablement, inexorablement des surdités professionnelles irréversibles, des acouphènes chroniques handicapants,
Des traumatismes acoustiques permanents chez tous les ouvriers exposés quotidiennement durant des années, le claquement métallique violent, répétitif, martelant des immenses presses hydrauliques industrielles de 1000 tonnes comprimant, formant, emboutissant les coques métalliques cylindriques à une cadence régulière de 2 coups par minute résonnant dans toute la structure comme des coups de tonnerre mécaniques, le sifflement strident, aigu, perçant des chalumeaux oxyacéthyléniques, des soudeuses automatisées projetant des gerbes d'étincelles incandescentes orange, vives dans toutes les directions, le grincement continu, désagréable, irritant des tapis roulants motorisés en caoutchouc, renforcés transportant inlassablement les pièces métalliques, lourdes d'un poste de travail au suivant sur des centaines de mètres linéaires, pour couvrir partiellement, masquer insuffisamment ce vacarme industriel cacophonique insupportable, pour maintenir artificiellement le moral défaillant des ouvriers épuisés, pour conditionner idéologiquement les consciences fatiguées, des haut-parleurs crachotants tanois vintage suspendus stratégiquement tous les 10 mètres diffusaient, crachés en boucle obsessionnelle, répétitive, hypnotique des chants patriotiques soviétiques stalinien remixés électroniquement, modernisés synthétiquement guerre sacrée, Katyusha, marche des défenseurs de Moscou alternant régulièrement avec des enregistrements audio de la voix grave, profonde, caverneuse, autoritaire du patriarche orthodoxe Kirill de Moscou et de toutes les Russies bénissant solennellement, onctueusement le glaive sacré de la justice divine, l'épée flamboyante de la vengeance orthodoxe, les armes purificatrices de la Sainte Russie dans des homélies théologiques nationalistes mêlant christianisme orthodoxe traditionnel et impérialisme poutinien contemporain, légitimant religieusement, sanctifiant Tigersort, spirituellement l'effort de guerre totale, présentant le conflit géopolitique comme une guerre sainte eschatologique, une croisade apocalyptique contre l'Occident apostat des cadres, athée satanique, pour la Russie éternelle, pour la victoire finale inéluctable. Pour notre président bien-aimé Vladimirovitch, hurlait périodiquement la radio propagandiste d'État contrôlé, les slogans martelés répétés jusqu'à la nausée mentale, jusqu'à l'abrutissement cognitif, jusqu'à l'anesthésie psychologique. Olga, épuisée, hébétée, zombifiée, ne l'écoutait même plus consciemment, son cerveau fatigué ayant développé une capacité d'abstraction sélective, de filtrage auditif automatique après des mois d'exposition continue à cette propagande sonore agressive. Elle fixait uniquement, obsessionnellement, mécaniquement la cadence imposée, le rythme inhumain, la vitesse dictée. Obus de calibre 155 mm de diamètre pesant chacun 43,5 kg. Vérification visuelle rapide de l'amorce détonante vissée correctement à la base. Mise en caisse métallique standard de transport contenant 12 projectiles. Obus suivant immédiatement, et ainsi de suite indéfiniment, interminablement, répétitivement. Elle devait impérativement, obligatoirement en traiter, en manipuler, en conditionner exactement 600 unités par quart de 8 heures chronométrées, soit 75 obus lourds par heure, soit un toutes les 48 secondes approximativement sans ralentissement, sans pause physiologique autorisée sauf 10 minutes réglementaires à mi-quart pour uriner précipitamment dans les toilettes collectives insalubres et boire rapidement, un thé noir brûlant sucré au distributeur automatique défaillant. Si elle ralentissait même marginalement, minimalement son rythme frénétique, si elle prenait quelques secondes supplémentaires de repos non autorisés, si elle n'atteignait pas le quota journalier fixé arbitrairement par les ingénieurs de productivité, le contremaître zélé, autoritaire, brutal notait immédiatement, systématiquement son matricule alphanumérique d'identification sur son carnet de surveillance permanente, inscrivait une remarque négative dans son dossier personnel informatisé. 3 avertissements cumulés consécutifs sur un trimestre, et c'était automatiquement, bureaucratiquement le départ forcé, la réaffectation punitive vers le front ukrainien, comme personnel de soutien logistique, non combattant euphémisme administratif cynique, désignant en réalité les cuisinières, les blanchisseuses, les infirmières improvisées envoyées dans les zones de combat actifs, où elles mouraient régulièrement sous les bombardements d'artillerie, les frappes de drones, les tirs de missiles. Le tapis roulant motorisé transportant les caisses marqua soudainement, inopinément une micro-pause mécanique de quelques secondes, un arrêt technique bref, probablement causé par un dysfonctionnement mineur d'un moteur électrique surchauffé, un blocage temporaire d'un roulement grippé quelque part en amont de la chaîne de production. Le contremaître corpulent, moustachu, autoritaire avait momentanément, providentiellement le dos tourné, distraite, occupée intensément à engueuler violemment, copieusement, grossièrement un jeune ouvrier nouvellement recruté, un adolescent maigre de 19 ans probablement qui avait commis apparemment une erreur technique, une maladresse professionnelle quelconque méritant une réprimande publique humiliante devant les collègues. D'un geste vif, rapide, économe, précis rodé, perfectionné, automatisé par des années, des décennies de couture minutieuse manipulant rapidement aiguilles, épingles, boutons minuscules, Olga glissa furtivement, discrètement, subrepticement sa main droite calieuse dans la poche profonde, usée de son bleu de travail en coton épais taché, déchiré, rapiécé, elle en sortit précautionneusement une minuscule image pieuse plastifiée rectangulaire,
pas plus grande physiquement qu'un timbre-poste standard de 2 cm sur 3, une reproduction chromolithographique bon marché achetée clandestinement au marché noir ecclésiastique, une icône byzantine stylisée de la Vierge de Kazan, cette Théotokos miraculeuse vénérée par les Russes orthodoxes depuis le XVIe siècle, protectrice traditionnelle des armées, patronne sacrée de la Russie chrétienne, représentée tenant l'enfant Jésus dans ses bras sur fond doré céleste, elle la laissa tomber délibérément, intentionnellement, rituellement au fond de la caisse métallique, ouverte de munitions d'artillerie, juste entre deux obus cylindriques froids, lisses, luisants, meurtriers avant de refermer précipitamment le couvercle lourd en bois de pin clouté portant les inscriptions stencilées réglementaires en cyrillique rouge explosif manipulaire, avec précaution destination front sud. Elle ne souhaitait absolument pas la victoire militaire russe glorieuse promise quotidiennement par la propagande télévisée étatique, elle ne priait pas pour le succès des offensives blindées, pour l'anéantissement des ennemis occidentaux diabolisés, pour la conquête territoriale expansionniste comme l'exigeait, l'imposaient les discours patriotiques officiels. Elle ferma brièvement les yeux fatigués, rougis, irrités par la poussière métallique en suspension, par les vapeurs chimiques toxiques, par le manque chronique de sommeil, réparateur pendant une seconde volée fugace, imaginant mentalement, visualisant intensément le soldat anonyme inconnu qui ouvrirait éventuellement cette caisse numérotée, scellée dans quelques jours, quelques semaines sur une position d'artillerie quelque part dans les plaines boueuses, détrempé, cratérisé du Donbass ukrainien, peut-être un gamin russe conscrit terrorisé de 20 ans à peine arraché à sa famille sibérienne provinciale, ou peut-être un artilleur ukrainien ennemi tout aussi jeune, tout aussi effrayé, tout aussi humain, servant une batterie de contre-attaque capturant, récupérant, réutilisant les munitions russes non explosées. Fait qu'il n'explose pas ces maudits projectiles meurtriers, pria-t-elle intérieurement, silencieusement, désespérément en s'adressant mentalement à une entité divine hypothétique dont elle doutait sincèrement de l'existence bienveillante, après avoir vu tant de souffrances inutiles, ses lèvres gercées, fendillées bougeant à peine, imperceptiblement, formant les mots muets d'une supplication mystique pathétique. Fait miraculeusement que ce soit des dus techniques, des ratés pyrotechniques, des défaillances mécaniques. Juste de la ferraille inoffensive, du métal inerte, des cylindres creux qui ne tueront personne, qui n'arracheront aucun bras, aucune jambe, qui n'éviscéreront aucun torse, qui ne décapiteront aucune tête. Elle rouvrit rapidement les yeux humides, embués de larmes refoulées, rentrée, le tapis roulant, motorisé redémarra brusquement avec un soubresaut mécanique, un à-coup violent transportant la caisse scellée vers l'étape suivante de conditionnement, de palettisation, d'expédition ferroviaire, vers le front insatiable dévoreur de munitions. Obus suivant immédiatement, murmura-t-elle machinalement pour elle-même, en saisissant le projectile métallique froid pesant suivant sur le convoyeur sans fin. Et le cycle infernal recommença. Encore, toujours,